Roumain marchait derrière son équipe, c'était Thiriac et Nastase. Mais le public de Gerland, il a marché derrière l'équipe de France, mais avec beaucoup de sérieux. Ils ont été raisonnables. Ils n'ont pas truqué la partie. Donc ils ont été plus forts que les Roumains. Il n'y a eu qu'une chose, une seule pendant 3 jours, c'est le sifflet sur le retour de service de Sampras tout à l'heure. Ça a été la seule fausse note, ça c'était quelqu'un qui s'était un peu oublié. Et mais on a remis d'ailleurs le point à ce moment-là et ça pouvait être dangereux pour Guy Forget. Il y avait éventuellement un point de pénalité qui pouvait tomber contre l'équipe de France, mais enfin. Alors on va revoir tous ces grands moments, on a parlé du double, on a parlé de la victoire aujourd'hui, de la victoire de Guy Forget qui a permis à Lecomte de ne même pas jouer le 5e match. Lecomte, lui, Christian, il avait fait l'essentiel. Parce que, faut quand même pas oublier dans quel état nous étions vendredi après la première rencontre. Agassi pensait que c'était terminé. Et oui, Agassi nous avait beaucoup étonné, il jouait vraiment sur sa vraie valeur. Guy Forget avait fait un bon premier set qu'il avait remporté, vous en souvenez, par 7 jeux à 5. Et puis Guy s'était un petit peu étiolé sous les coups de boutoir d'Agassi. Il faut bien le dire, on craignait cette dernière rencontre décisive entre Agassi et Lecomte. Et puis on se disait en même temps, mais Lecomte il peut pas rater une balle. Mais enfin tout ça c'est facile à dire après. Il était préférable tout de même que Guy Forget l'emporte sur Fitz-Sampras. Alors Lecomte-Sampras, c'était justement ce monument du premier jour, car ça aurait pu tourner, j'allais dire, en autre boudin, on peut le dire. Si jamais Lecomte avait perdu ce match, Lecomte-Sampras, le miracle. Tout à fait, le miracle. Lecomte a fait une partie à 100% de ses possibilités, je dirais, de son talent. Je pense que l'on va voir des images, bien sûr. Il a fait, là encore, des services parfaits, des retours étonnants. Sampras n'y comprenait plus rien. D'ailleurs, je crois que c'est ça qui a le plus surpris les Américains. Ils ont été surpris de la qualité du jeu, Jean-Pierre, d'Henri Lecomte, et puis par cette espèce d'enthousiasme des Français, du public. Surtout que quand ils ont vu qu'Henri Lecomte commençait à jouer comme il jouait, ils se sont dit que ça allait s'arrêter à un moment. Comme ça fait quelques fois, il faut bien le dire arrêter. Et ça ne s'est jamais arrêté pendant 3 sets. Il n'a jamais eu le moindre trou pendant toute la durée de son match. Et c'est sans doute grâce à ça que l'équipe de France. Oui, vous avez regardé là, on a vu, Jean-Pierre, le visage presque décomposé de Fitz-Sampras. Et je dois dire que Fitz-Sampras, en plus, ce n'est pas le premier venu. C'est tout de même pratiquement l'un des 3 meilleurs joueurs du monde. Celui qui venait de réussir des performances assez exceptionnelles dans les derniers tournois qu'il avait joués. Et Henri Lecomte est souverain, il embrasse le public, il est ressuscité. Parce que Henri, en plus, un garçon qui non seulement a du talent, mais il a du courage, parce qu'il a été opéré 3 fois du dos. Ben, croyez-moi, ça s'est pas vu pendant la rencontre. Et à chaque fois, revenir dans la compétition, c'est pas facile, parce qu'on a coutume de dire que lorsqu'un joueur est absent 3 mois de la compétition, regardez McEnroe, il a du mal à revenir, il peut pas revenir tout de suite. Ben, Lecomte, oui. Christian. C'est vrai, Christian, les joueurs ne reviennent pas, mais en ce qui concerne Lecomte, là, il y a quand même un phénomène hors du commun. Christian, une question. Vous m'entendez, Christian? Oui, Gérard. Et Jean-Paul aussi, puisque vous êtes entre spécialistes là avec Jean-Pierre Courcol. Est-ce que les Américains n'avaient pas mésestimé les Français? Parce que quand on pense que lorsqu'on est arrivé jeudi soir à Lyon, on est allé chez Bocuse, on a croisé l'équipe américaine quand même. C'est-à-dire qu'ils étaient dans le meilleur restaurant de la ville à 9h15, oui. Jeudi soir. Est-ce que ça, c'était pas non plus un signe? Est-ce qu'ils n'ont pas mésestimé les Français? Non, Gérard, moi je crois, mais c'est facile à dire après, je crois finalement que Tom Gorman n'a peut-être pas sélectionné les joueurs qu'il fallait. Mais enfin bon, c'est toujours facile à dire après. Parce qu'on peut imaginer qu'un type comme Courir aurait peut-être posé davantage de problèmes aux Français. On peut aussi imaginer que McEnroe associé à Sampras en double aurait peut-être été meilleur que Seguso et Flack. Mais c'est pas le moment de refaire l'histoire. Il y a 60 ans qu'on l'attendait, cette victoire. Alors on va pas la ternir. Gérard, pour vous faire une petite réponse, il n'est pas possible que Gorman et ses troupes aient mésestimé les joueurs de l'équipe de France, car ils les connaissent trop bien. Par contre, ce qui m'a frappé, c'est que je viens de comprendre pourquoi les Américains étaient toujours aussi sereins, étaient toujours aussi décontractés. Simplement parce qu'ils ont les meilleurs joueurs du monde presque en permanence dans ce pays, et que quand on a les meilleurs et qu'on gagne très souvent, on peut se permettre d'être serein. Parce que lorsqu'ils ont eu perdu le double et mené 2-1, cette équipe s'est effritée dans sa sérénité et est devenue finalement très nerveuse, tout en restant très sportive, mais de plus en plus nerveuse. Et entre Gorman et entre les joueurs et entre les supporters et tous les gens qui étaient là, on s'est aperçu qu'ils étaient finalement comme les autres, c'est-à-dire au moment où l'événement se retournait contre eux, ils avaient des faiblesses. Eh bien, il faudra le savoir à l'avenir et être présent quand on le sentira. C'est ce que l'équipe de France a parfaitement réalisé. Alors Gérard, on a tout vu. On a vu tous les succès des Français, les 3 succès. On a fait l'impasse sur la première défaite de Forget.
Ce que je vous propose, Gérard, si c'est possible, on vous rend l'antenne maintenant, on vous rend 10 minutes plus tôt, parce qu'en ce moment, les joueurs sont dans les vestiaires pour une victoire qui leur appartient. Ils sont avec Philippe Chatrier, ils la goûtent. C'était normal, on était d'accord, ça leur appartient. Et après, ils vont venir nous rendre visite, Philippe Chatrier en tout cas. Donc si vous le souhaitez, Gérard, on vous rend l'antenne et on vous retrouve pour 10 minutes dès que nos invités sont là. Oui, j'espère qu'on va pouvoir sabler, enfin, que vous allez pouvoir sabler le champagne avec eux dans quelques minutes. D'accord. L'actualité, le reste de l'actualité du week-end dans ce stade 2, on va commencer par une très belle réussite du Racing Club de France. Le Racing Judo succède à Orléans. Ils ont gagné la Coupe d'Europe de judo, Pierre, et c'est à noter. Et toutes les victoires peuvent paraître petites ce soir. C'est vrai que c'était pas le bon week-end pour gagner une Coupe d'Europe. Mais c'est vrai que le Racing Club de France a été ressuscité après avoir été battu la semaine dernière en finale du championnat de France par Orléans, 5 victoires à 0. Eh bien, en finale de la Coupe d'Europe, le Racing Club de France a battu Berlin, la grande équipe de Berlin avec les ex-champions de la RDA. Ces mêmes Berlinois qui avaient éliminé Orléans il y a peu de temps en quart de finale. Voici donc avec le retour de Bruno Carabetta un aperçu de cette finale de la Coupe d'Europe des champions. Ils n'en croient pas leurs yeux, les petits. Les 7 samouraïs du Racing Club de France ont remporté la Coupe d'Europe. Et pourtant, quelle tension chez les entraîneurs du soviétique Novikov, le champion olympique, à Serge Fest, maître d'œuvre de l'équipe, et même Bruno Carabetta, dont on attend l'exploit, mais qui ne veut perdre aucune miette du spectacle. Et lorsque le petit Benoît Campargue fait basculer par 2 fois l'Allemand Kandelbacher, sur pochage, la tension monte car le Racing revient à égalité de victoire avec Berlin, 4-partout sur les 2 rencontres. Là j'avais programmé le combat, c'est ce que je disais tout à l'heure, comme il s'est passé. Donc même s'il a marqué Coca au départ, j'ai essayé de remonter et j'ai fait exactement ce que j'avais prévu. L'homme clé du match, Bruno Carabetta, survolté, entre en scène pour réussir un hippon explosif qui plante au tapis le Berlinois Rossus. Le chaos parfait, le Racing prend alors l'avantage sur Berlin. Il a tout de suite neutralisé mon côté gauche. Je veux dire, il tenait fort avec sur le bras droit là. Et donc pour ça que la première attaque, je voulais planter en Tegourma et c'était dangereux pour moi. Et donc j'ai fait semblant de nouveau la deuxième fois, je suis attaqué de l'autre côté. Ça l'a carrément surpris quoi. Il a sans doute dû se préparer pour me prendre à gauche. On se bat individuellement, mais là on se bat un peu pour l'équipe. On n'a pas le droit de paumer, on n'a pas le droit, même si il faut sauver les meubles. Sven Loll, vice-champion olympique à Séoul, pouvait encore tout faire basculer, mais Bertrand Damézin surprend l'Allemand sur un superbe mouvement d'épaule, en souplesse, un Wazari qui vaut une 3e victoire pour le Racing Club de France, et ce n'est pas fini, car le judo de Berlin s'écroule au moment où Éric Porou désarçonne le redoutable Frank Borkowski. Cette fois, le Racing a définitivement gagné la Coupe d'Europe, 7 victoires à 6 pour la 2e fois de son histoire. Ah, maintenant, tout l'a joué, vidé. Moi, j'ai tout mis dans le hippon et bon, les autres ont bien joué. Hein. Comment on remet la pression des garçons qui viennent d'être battus en championnat de France? Mais ça, c'est pas dur parce que je connais leurs valeurs. Je connais leurs valeurs non seulement physiques, techniques et mentales. Donc ça, c'est pas un problème. Il suffit de les prendre entre 4 yeux et on se met d'accord. Il y a le côté samouraï. Hein. Ça y est revenu? Oui, bien sûr. Bon. Le Racing Club de France, donc vainqueur de la Coupe d'Europe de judo. Merci Pierre. On va passer maintenant, Patrick Montel, au cross. Il y avait en particulier le cross de Bolbec, très intéressant pour le plateau qui était présent. Oui, parce que tous ceux qui n'étaient pas à Lyon pour le tennis couraient, figurez-vous. Alors ils couraient à Bolbec et aussi ailleurs, et on va déjà se retrouver du côté de Bolbec parce que c'est le premier cross très important de la saison. Il y aura les Mureaux la semaine prochaine, le Figaro dans 15 jours. Place donc à Bolbec. Avec toute une colonie kenyane qui était arrivée la veille donc. Et comme prévu, les Kenyans ont dominé ce cross de Bolbec. On a peu vu Thierry Pantel qui ne termine qu'à la 23e place. C'est dommage. En attendant, donc, les Kenyans emmènent le train ici. Et c'est finalement Ondoro qui va remporter ce cross de Bolbec, couru sur 9 km 400, sur un parcours, vous pouvez le constater, des plus accidentés. Victoire donc d'Ondoro devant Karori, un autre Kenyan, et le Français Essaïd, qui est vraiment l'homme en forme. Du côté français en tout cas. Chez les jeunes femmes maintenant, on attendait la bagarre entre Duros et Sergent. Et très rapidement, c'est la Portugaise Albertina Diaz, que vous voyez ici avec son maillot blanc, qui a pris la tête. Alors qu'en 3e position, une presque inconnue,
l'Irlandaise Catherine Kiernan, et c'est elle qui aura le dernier mot. Elle avait terminé 69e au championnat du monde à Anvers. Elle s'impose devant Diaz et Collard. Duros est 5e et Sergent est 10e. Alors on continue, Patrick Montel, avec la course à pied, parce que vous m'avez dit lundi dernier, au cours d'une conférence où on décide des sujets, vous m'avez dit, j'ai un truc tout à fait exceptionnel. Marie-Josée Perret, qui est normalement une gazelle qui court sur des courtes distances, va courir 10 000 mètres au jogging des notaires. Elle s'est engagée sur le 10 000 mètres. Alors, elle l'a fait. Pourquoi Elle l'a fait certainement aussi pour un peu d'argent. Elle l'a fait aussi pour se défier à elle-même, et aussi pour descendre dans l'arène, pour rencontrer aussi ces joggeurs du dimanche matin. Et ça a donné une jolie chose, parce que Marie-Josée est allée jusqu'au bout. Mais maintenant, c'est pas si exceptionnel que ça, une fois l'enquête terminée. Pourquoi? Bien tout simplement parce qu'en 1971, c'est une certaine Colette Besson qui était devenue championne de France de cross. Et vous vous souvenez que Colette avait été championne olympique. Pierre Fula, c'était à Mexico 68. Ouais. Nous étions en 1991 ce matin devant l'esplanade du château de Vincennes. Regardez. Elle court. On n'a pas dit le nom de la course, hein, c'était le jogging des notaires, 6e du nom. Ouais. Important. En rugby maintenant, Pierre Salviac, 7e journée, le choc c'était Grenoble-Dax. Il y avait aussi le problème de Nîmes qui se déplaçait à Bourgoin. Nîmes invaincu jusqu'à maintenant. Oui, et Nîmes a été battu. Alors j'ai presque envie de dire c'est la faute de la Coupe Davis. Oh, Pourquoi? Bonne question, merci de me la reposer. Tout simplement parce que le club de Nîmes était aujourd'hui privé de son arrière international, en l'occurrence Jérôme Bianchi. Et pourquoi Nîmes était privé de Jérôme Bianchi? Tout simplement parce qu'à quelques kilomètres de Bourgoin, à Lyon exactement, Jérôme Bianchi était le kinésithérapeute de l'équipe de France qui a gagné la Coupe Davis. Donc c'est la participation du rugby à la victoire de la Coupe Davis. Voilà comment je m'en sors. Le reste, je vous propose de le voir en images, quelques images de cette journée du championnat de France de rugby. Nice contre Bègles. Le premier essai du match est porté à l'actif de Nice. C'est un essai qui est marqué par le talonneur Pourpoint, qui évite tout le monde, même la caméra. Réplique immédiate de Bègles, balle perdue sur une tentative de drop manquée, pas pour tout le monde, puisque Frenzel récupère la balle sur rebond favorable, à la mi-temps 12-12 entre les deux équipes. Deuxième mi-temps, c'est une balle gagnée par Nice, puis contrée par Bègles, ou Bordeaux, ou Gironde, en tout cas c'est l'un des trois. Conchy s'empare du ballon et passe à Courtiols, qui marque le deuxième essai de Bègles. Finalement, les champions de France gagnent à Nice 27-18. Toulouse, trop fort pour Valence d'Agen cet après-midi, mais les gagnantes pour le Stade. À suivre, un ballon que récupère finalement Ntamak pour marquer dans l'embut. Encore une conquête favorable au Stade toulousain. Et à nouveau, la grande cavalerie du Stade toulousain à l'œuvre. D'abord Rancoul qui a provoqué ce regroupement, duquel s'échappe Mazet pour marquer l'essai. La conquête est toulousaine tout l'après-midi. Les pauvres joueurs de Valence d'Agen voient passer du rouge et du noir du début à la fin. Là, c'est Marfin qui perce, qui passe au bon moment à Bonduit, et c'est Bonduit qui va aplatir dans l'embut. Casselbou va jouer une pénalité à la main pour Rouget Thomas. Rouget Thomas pour Marfin, pour Bonduit finalement, et Ntamak pour poursuivre l'action jusqu'à l'essai. Ce n'est pas terminé pour les pauvres joueurs de Valence d'Agen qui subissent la pression également en deuxième mi-temps. Cette mêlée gagnante du Stade toulousain, ce coup de pied à suivre de Marfin, à la lutte avec son vis-à-vis, et plus rapide que tout le monde, Berti. Toulouse qui a reçu cette semaine le renfort de Andrew, le demi d'ouverture le plus capé du rugby anglais. Andrew dont l'arrivée à Toulouse pose déjà des problèmes au sein du club. Mais Christian Massat, le président du Stade toulousain, a aussitôt mis les choses au point. Voilà quel sera le statut de Rob Andrew. Il s'agit d'envisager l'avenir professionnel de ce garçon qui va s'installer, qui a besoin de prendre ses marques. Et ensuite, bon, nous envisagerons son intégration au niveau du club. Ça posera certainement les problèmes de la culture rugbystique qu'il a acquise là-bas en Angleterre. Rob Andrew est un joueur de très grande qualité, mais je crois qu'il faudra qu'il s'adapte au jeu du Stade toulousain plutôt que le contraire. Grâce à la station régionale de FR3 Grenoble, je reçois à l'instant même les images de la première défaite nîmoise en championnat, à Bourgoin cet après-midi, un essai de part et d'autre, et c'est d'abord un essai de Bourgoin. En deuxième mi-temps, c'est Nîmes qui court après le score, Nîmes qui parvient à trouver finalement le chemin de l'essai, mais beaucoup trop tard, car finalement Bourgoin gagne devant Nîmes 16-9.
Grenoble contre Dax, c'est la 6e minute du match et c'est Grenoble qui réussit un premier essai suite à cette attaque côté fermé. C'est d'abord Vélo qui salonne dans la défense de Dax et c'est finalement Troudou, l'arrière de Grenoble, qui parvient à marquer en coin. 11e minute du match et déjà un deuxième essai pour Grenoble suite à cette échappée de Vélo. À la mi-temps, Grenoble mène 18-0. Changement de temps, changement de scénario, c'est Dax qui prend le match à son compte. Regroupement gagnant pour les Dacquois et finalement un essai du deuxième ligne international, Roumac. Dernière minute du match, 3 points de retard pour Dax. Si la Croix passe cette pénalité de plus de 50 mètres, égalité, c'est fait, 18-18 entre les deux équipes. En détail, les résultats. Dans la poule 1, une seule victoire à l'extérieur, celle des champions de France, Bègles, Bordeaux, Gironde à Nice. Mais Grenoble et Montferrand sont tenus en échec, respectivement par Dax et par Castres. C'est Perpignan qui est en tête dans cette poule. Biarritz gagne à Cognac. Premier ex-aequo, Nîmes qui est rejoint par Toulouse dans la poule 2. Dans la poule 3, victoire de Tarbes à Mont-de-Marsan où les caméramans de FR3 n'ont pas pu pénétrer dans le stade. Premier, Brive. Racing qui gagne à Romans. Premier, Colomiers qui est allé gagner à Toulon. C'est un événement du jour, d'ailleurs, la victoire de Colomiers à Toulon. Dans la poule 5, victoire à l'extérieur de Cahors et de Marmande. Premier Cahors, ex-aequo avec Istres. Château-Renard et Voiron sont premiers ex-aequo dans la poule 6, où tous les clubs qui recevaient ont gagné. Dans la poule 7, que des victoires à domicile. C'est Saint-Giron qui est en tête dans cette poule. Angoulême, vainqueur à l'extérieur, renforce sa première place dans la poule 8 du championnat. Et j'insiste une fois de plus, parce que je ne l'ai pas fait assez, la victoire, oui c'est important je crois, la victoire de Colomiers à Toulon. C'est une très belle performance pour cette très jeune équipe de Colomiers. Merci Pierre. Le football maintenant avec la 20e journée du championnat. Olivier Ray, on va l'analyser ensemble. Alors l'OM a fait match nul sur son terrain, perd un point sur Monaco qui a écrasé Nancy. Oui, la bonne opération, c'est Monaco qui revient à 3 points de Marseille. Marseille qui a été tenu en échec par Lyon, qui pourtant ne va pas très fort en ce moment. Marseille donc n'a pu gagner au stade Vélodrome. Et puis la surprise un peu de la journée, c'est la victoire de Nîmes à Toulouse, 1-0. Nîmes qui est resté sur 5 défaites consécutives. Je vous propose de regarder les buts de Nancy-Monaco hier avec du brouillard au stade Marcel Picot et un premier but monégasque marqué dès la 2e minute par Youssouf Fofana. Les Nancéens réagissent puisque 9 minutes plus tard, ils obtiennent l'égalisation par Tarasiewicz, un tir puissant qui trompe Ettori. Quelques minutes plus tard, sur ce corner de Dib, Debat trompe le gardien lorrain, Debat qui remplaçait Ouéa, un nouveau jeune révélé par l'AS Monaco, qui va ajouter un 3e but en effaçant 3 défenseurs lorrains. Debat, un nom à retenir. Et en fin de match, Monaco inscrit un 4e but par son attaquant portugais Rui Barros. 4-1 pour Monaco qui s'est rassuré puisque Monaco avait été battu chez lui la semaine dernière par le Havre 2-0. 19 buts marqués dans cette 20e journée. Cet après-midi, Saint-Etienne et Caen ont fait match nul 1 partout. Un but de Castendoche pour Saint-Etienne contre un but de Rio pour Caen. Lens a remporté sa première victoire de la saison à domicile face à Toulon 2-1. Large succès de Montpellier sur Cannes 3-0. 2 buts de Périgueux, un but de Divers. Auxerre et le Paris Saint-Germain ont fait match nul 2 partout. Le Havre a été accroché par Lille 0-0, tout comme Sochaux par Metz. Au classement, Marseille, donc comme je vous le disais, n'a plus que 3 points d'avance sur Monaco. 4 points sur le Paris Saint-Germain qui est rejoint à la 3e place par Caen. Dans le bas du tableau, les écarts se resserrent, sauf pour Nancy, seul dernier décroché, qui est maintenant à 4 points de Sochaux. Prochaine journée, samedi 7 décembre. Le groupe A en 2e division avec la défaite du leader Angers, battu à 5 points par le Red Star grâce à un but de Girard, 1-0. Première victoire donc pour le nouvel entraîneur Robert Herbin. Valenciennes a battu Tours 4-0, victoire à l'extérieur de Rouen à Sedan, succès pour Amiens-sur-Bourges et de Guingamp-sur-Brest. Au classement, Valenciennes prend la tête avec 1 point d'avance sur Angers, 4 points sur Rouen et 6 sur Brest. Dans le groupe B, le grand choc Bordeaux-Strasbourg, 35 000 spectateurs hier soir au parc Lescure,
s'est achevé sur un score nul 0-0. Une victoire à l'extérieur, Guignon à Saint-Quentin. Un carton, Bastia a battu Perpignan 7-1. Victoire d'Alès et de Nice, et tous les autres rencontres se sont terminées par des nuls. Au classement, Bordeaux conserve ses 3 points d'avance sur Strasbourg, 7 points sur Istres, 11 points sur Nice. Merci Olivier. Alors la semaine dernière on parlait de la réussite de Caen, qui d'ailleurs s'en sort financièrement parlant, et puis s'en sort aussi bien sur le terrain, même s'ils ont fait match nul. On va parler cette fois du Havre, c'est-à-dire du deuxième club normand. Belle réussite également, 5e du classement, même si eux aussi hier soir ont fait match nul contre Lille. Oui, le Havre a été tenu en échec par Lille, c'est une belle réussite pour le Havre, car le Havre est un promu. Le Havre jouait l'année dernière en 2e division. Et puis également, c'est un club qui depuis 13 ans eh bien, n'a pas un franc de déficit. Ça, c'est la réussite de son président, Jean-Pierre Heureux, c'est tellement rare. C'est le doyen des clubs professionnels, puisqu'il fêtera son 120e anniversaire l'année prochaine. Et puis la réussite sportive, eh bien c'est celle d'un homme, Pierre Mankowski, l'entraîneur, que je vous propose de découvrir, un entraîneur un peu trop méconnu, qui est à la base de la réussite du Havre actuellement. Pierre Mankowski face à une caméra, c'est plutôt rare. L'entraîneur du Havre n'est pas du genre à se mettre en avant. Il préfère laisser la vedette à ses joueurs. Mais les bons résultats de son équipe le placent aujourd'hui sur le devant de la scène. La victoire acquise à Monaco a provoqué la curiosité des médias et bousculé la vie quotidienne d'un club qui n'est pas habitué à pareille effervescence. C'est pas difficile à gérer parce que si nous étions derniers, vous viendriez aussi nous voir pour nous dire qu'est-ce qui ne va pas. Donc je préfère que les médias viennent au Havre pour nous dire ça marche bien, pourquoi. Donc à partir du moment où nous connaissons notre valeur, nous restons simples, modestes, humbles. Mankowski met le pied sur le ballon. Il ne veut surtout pas rêver. Homme discret, réservé, il est sur le terrain très présent, extrêmement attentif. Rien ne lui échappe. À 40 ans, après avoir dirigé Amiens et Caen notamment, il est arrivé au Havre en 88 avec comme objectif la remontée en D1. Il a rempli sa mission, une réussite qui n'étonne pas son adjoint. Il exige beaucoup de ses joueurs dans tous les domaines. Je veux dire que sur le terrain, à l'entraînement, il aime la perfection. En dehors du terrain, il leur demande d'être aussi très exigeants de leur vie de tous les jours. C'est un entraîneur un peu à l'image d'Aimé Jacquet, c'est-à-dire beaucoup de respect vis-à-vis du joueur, et je crois que c'est ça qui est le plus important. Mankowski a préparé avec beaucoup de soin ce retour parmi l'élite. Baroncelli est revenu au club pour superviser les adversaires et s'occuper des jeunes. Le HAC pense à l'avenir. Pour le présent, il mise sur l'expérience. Qu'est-ce qu'un joueur vieux? Il y a des joueurs qui, à 25 ans, sont très vieux. Moi, j'ai de la chance d'avoir des joueurs plus âgés qui sont très jeunes d'esprit. Et à partir de là, c'est vrai que ces joueurs-là sont les premiers à l'entraînement. On peut leur demander n'importe quel effort, ils sont devant. Donc derrière, ça suit. C'est vrai, le Havre est l'équipe la plus âgée du championnat, 29 ans de moyenne d'âge. Mankowski a choisi en renfort des joueurs d'expérience, comme l'ancien bordelais Touvenel, 33 ans, l'anglais Rix, 34 ans, et conserver sa confiance à Mahut, 35 ans. Tout ça pour donner du poids à une équipe dont le but reste le maintien en Division 1, malgré les excellents résultats actuels. Le message est dans la tête de tous les joueurs. C'est surtout de la prudence, parce que vous savez, il y a des équipes qui ont fait des bons départs. Je vois Rennes l'année dernière, ils ont fait un bon début. Yann Ur aussi qui a fait un bon début, ils sont descendus. Bon là, je pense quand même que, sauf catastrophe, on ne descendra pas, mais il faut quand même rester prudent et essayer de prendre les points pour se maintenir le plus vite possible. Avec un budget serré de 40 millions de francs, Jean-Pierre Hureau, le président, et Pierre Mankowski ont construit en harmonie l'équipe. Ils n'ont pas essayé de dépenser l'argent que le club ne possède pas. Patrons dans leurs domaines respectifs, les deux hommes entretiennent de bonnes relations. Un peu plus amical. Pierre est un garçon auquel on peut totalement faire confiance et je crois que par réciprocité, il a aussi confiance dans son club. Alors je crois que c'est l'osmose totale et que ça roule dans le bon sens. Pour échapper à la pression, Pierre Mankowski se réfugie dès qu'il le peut chez lui, auprès de Véronique, son épouse. Il sait bien que pour son équipe, le plus difficile commence. L'effet de surprise, on l'aura de moins en moins, je dirais, dans les prochaines semaines. Mais maintenant, en football, tout est vite remis en question. Et il suffit d'un ou deux mauvais résultats pour que nous nous retrouvions dans le gros du classement, dans le ventre mou de ce classement. Et à ce moment-là, on ne parlera plus trop du Havre, mais on continuera, nous, avec nos objectifs et surtout notre envie de progresser. Toujours mieux, c'est la devise de Mankowski. C'est pourquoi il travaille encore à l'entraînement les reprises de volée. Mankowski ou la passion du foot. Les résultats importants du week-end aussi, Francis Maroto avec vous maintenant. Oui, Gérard.
Alors après les cris de joie du tennis, le coup de gueule, celui de Jean-Marie Balestre, il trouve inacceptable le texte de la Fédération internationale visant à réglementer le championnat du monde des rallyes, inacceptable pour les intérêts français. Et puis il y a un pilote en costume, c'est rare, c'est Jean Ragnotti, décoré de l'Ordre national du mérite à l'issue du rallye du Var. On va le revoir dans quelques minutes. Je vous propose maintenant des images et on va retrouver Jean Ragnotti un peu plus tard. Voyons les images tout de suite. Ça va commencer par du handball. Match au sommet du championnat de France entre Vénissieux en rouge et l'OM Vitrolles. Et après un début difficile, Vénissieux impose son collectif grâce notamment à Denis Latou. Voilà. Denis Latou qui trouve le filet, c'est le moins que l'on puisse dire, trouve le chemin des filets. Mais victoire aussi grâce à Laurent Munier, Zoran Kalic et Philippe Julia en seconde période. L'OM Vitrolles réplique grâce à Richardson et Kuzmanowski. Mais victoire 25-22 de Vénissieux, solide leader du championnat. Et chapeau à Lukic. Nouveau but de Vénissieux, et regardez, chapeau à Lukic, le nouveau gardien de Vénissieux, parce que ce ballon-là, il fallait l'arrêter, il est chaud. Bernard Béguin au volant d'une Ford Sierra qui s'impose au rallye du Var, c'est une façon grand seigneur d'étraîner son tout nouveau titre de champion de France. En fait, Béguin signe là sa 5e victoire de la saison. Son dauphin, c'est Jean Ragnotti sur Renault Clio. Dimanche prochain, portrait de Ragnotti dans Stade 2, avec la question qu'est-ce qui fait courir Ragnotti à 46 ans? Elle s'appelle Laetitia Hubert, elle est junior et elle est désormais championne du monde junior de patinage artistique. Au palmarès, elle succède à Surya Bonali. C'était hier à Hull, au Canada. Anvers, c'est Villeurbanne qui, dans sa salle, reçoit le Cros Lyon. Villeurbanne qui court toujours derrière un lustre passé. Et dans ce derby, l'Asvel tient une mi-temps. La première, c'est insuffisant parce que les Lyonnais prennent le dessus du panier. Les Lyonnais en bleu, donc, qui prennent le dessus du panier pour s'imposer de 10 points, 71-81. L'émotion ce soir pour Régis Forissier pour le Tour de France sur Antenne 2. Antenne 2 a largement ouvert son antenne à toutes les autres télés lors des 7 d'or. Alors petit coup de chapeau à notre chaîne pour 2 7 d'or largement mérités à l'occasion du Tour de France. Régis Forissier à la réalisation et le Tour pour la façon dont il a été retransmis. Le Tour, ça fait aussi partie des grands moments que l'on aime vous proposer pour frissonner avec vous. Et puis alors les panneaux. On commence donc par du basket. 2 victoires à l'extérieur, Cholet le leader à Roanne et Lyon à Villeurbanne, donc dans le derby on l'a vu. Et très bonne performance du Racing, vainqueur de Limoges. Au classement, Cholet est en tête, 1 point devant Limoges et Pau-Orthez. Et puis National 1B, tous vainqueurs à domicile, et oui. Et c'est Chalon-sur-Marne qui possède 4 points d'avance sur le Valois. Basket, mais féminin cette fois-ci, avec victoire de Challes-les-Eaux et défaite du Racing, bonne performance d'Aix-en-Provence, de Bordeaux et de Valenciennes à l'extérieur. Au classement, c'est Challes qui est en tête. Handball, Gagny avait gagné vendredi à l'extérieur, à Dunkerque. Nîmes, vainqueur également à Paris-Agnières. Et puis c'est Vénissieux qui est en tête, 1 point devant Nîmes et 3 points devant Vitrolles. Le panneau de volley, avec victoire de Cannes, de Fréjus, de Montpellier, de Bordeaux et de Mulhouse. Une seule victoire à l'extérieur, logique, celle de Montpellier face à Rennes. Cannes est en tête, 1 point devant Fréjus et 2 points devant Bordeaux. Ok, merci Francis. Le Téléthon, c'est pour le week-end prochain, 6 et 7 décembre, à partir de 19h. J'aurai l'occasion d'en reparler souvent avec Claude Sérillon. Évidemment, toute la chaîne est déjà mobilisée. Et vous, en France, vous êtes déjà mobilisés pour aider la recherche contre les maladies génétiques. Un convoi exceptionnel est parti d'ores et déjà hier depuis le Puy du Fou, avec 220 chevaux et cavaliers, une dizaine d'attelages, raid composé par Patrick Rebullard pour rejoindre le château de Versailles à Paris, où pendant tout le Téléthon, c'est-à-dire pendant 30 heures, il y aura des démonstrations équestres. Voilà, regardez si c'était beau hier, sur leur route. Ils tendent la main pour obtenir déjà des promesses de dons pour aider la recherche génétique. Chapeau. Pour en finir avec la rubrique les petites annonces, plutôt, vous faites 3615 code Stade 2 pour
tous les résultats du week-end. Et en plus, vous nous aidez à choisir les champions de l'année pour l'émission des Trophées d'Antenne 2, qui sera diffusée le 29 décembre prochain. Et il y a une rubrique Trophées. Vous allez choisir les plus beaux événements de l'année et les meilleurs champions de l'année. En plus, vous voterez pour l'espoir olympique du mois, le trophée EMS Chronopost. Et puis, la mairie de Paris et Antenne 2, on a besoin de vous. Nous avons besoin de 10 000 acteurs sur les Champs-Élysées entre 19 et 20 heures le 14 décembre prochain pour la flamme olympique. Donc, vous vous adressez à la mairie de Paris de votre arrondissement ou bien vous faites un numéro vert, le 05 05 05 92 pour participer donc à cet événement. 10 000 acteurs pour soutenir la flamme olympique le 14 décembre prochain sur les Champs-Élysées à Paris. Le spectacle doit être grandiose. Voilà, on vous le répétera 2 ou 3 fois d'ici là. On retourne à Grenoble pour l'événement du jour, donc à Lyon. Pourquoi Grenoble? Non, on n'est plus en 82. On n'est plus en 82 car cette fois on a gagné. Christian? Eh ben allez-y, c'est à vous. C'est à vous, c'est à vous. C'est la fête, c'est la grande fête ici. Christian, je crois que Philippe Chatrier est à vos côtés. 2 minutes, alors, Philippe. Je crois que c'est formidable. Si vous voulez, permettez 2 minutes. C'était le rêve de votre vie et il s'est enfin réalisé. Oui, ça fait 23 ans que j'attendais ça. Ça fait 23 ans et quand nous avons pris la fédération en 68, c'était dans notre top priorité. Hein. C'était de regagner la Coupe Davis, c'est fait, c'est formidable. Donc vous avez été comblé, Philippe. Oui, je suis un président heureux. Et je dois dire qu'avec Yannick Noah, vous avez fait le bon choix. Ah oui, oui, oui. Je crois savoir que certains ne l'auraient pas sélectionné. Pensez à qui là? On ne sait pas, on ne parle pas. Bravo Philippe. Un petit mot avec Daniel Casal, parce que Daniel, c'est notre ami à tous. Il a commenté le tennis pendant 20 ans à la télévision. On voulait lui rendre hommage ce soir. Hommage d'abord à l'équipe de France. Ce que j'espère, moi, Christian, tout en étant fou de joie pour cette équipe de France, c'est ne pas devoir attendre 59 ans pour voir l'équipe de France remporter une nouvelle Coupe Davis. Voilà. Ce sont les images tournées par le Lionel. C'est sur le terrain. Voilà la joie de Guy Forget lorsqu'il obtient la balle de match. Ils ont pleuré et je crois que Michel Ray avait quelques difficultés à s'exprimer par moment sur Affaire 3 tout à l'heure. Ça se comprend, hein, c'était émouvant. Et on va se retrouver dans les vestiaires là, Daniel. Lionel est allé dans les vestiaires avec la caméra de Philippe Pépère et on va se retrouver justement dans cette joie des vestiaires que Lionel a vécu au premier plan. Chanter énormément autour du terrain et là c'est les Français qui sont en train de chanter en ce moment sous la douche et je pense qu'on va voir les images aussi de Philippe Chatrier qui a été un peu piégé parce qu'il est allé bien sûr chaleureusement féliciter les joueurs et vous allez voir ce qui va se passer parce que Yannick bien sûr ne veut pas oublier le président de la Fédération française de tennis. Alors ça c'est un petit peu à des moments, vous voulez regarder dans le saladier, il y a quelque chose. Évidemment, alors Philippe Chatrier s'approche et qu'est-ce qui se passe à votre avis? Et hop là, vous l'avez bien mérité. C'est arrosé, oui, même Philippe Chatrier il a eu droit. Et bien sûr la fête continue parce que bien sûr on aurait voulu que les joueurs soient avec nous autour de cette table. Mais pour l'instant ils sont encore sous la douche, complètement déchaînés. Et ça ce sont des moments qui leur appartiennent. Christian Dussin, même vous qui êtes l'organisateur, c'est dur hein, de vivre ça maintenant. C'est formidable, c'est tout petit mais c'est un grand moment et je crois que même pour tous les spectateurs, pour tous les amoureux du tennis qui sont là, c'est un formidable moment de voir la Coupe Davis revenir en France. Merci Christian Dussin. Merci, oui, c'est l'heure de la fin. Merci Lionel. On se retrouve dans le journal de 20h tout à l'heure avec Henri Sagnier pour une nouvelle page spéciale. Je pense que les joueurs seront autour de vous, Lionel. À tout à l'heure, merci, vive le tennis, vive le sport, vive la Coupe Davis et tout ça. On a vécu de grands moments sur le terrain. peut lutter contre le sida. Oui, moi. Moi aussi. Et moi. Oui. Moi. Et moi. Et moi. Et moi. Ensemble, unissons nos forces. La vie est un voyage extraordinaire, passionnant, mais semé d'embûches. Dans ce tourbillon, il y a, heureusement,
Serenity de Twinings. Ces parfums envoûtants apportent soir après soir la sérénité, même aux moins sages d'entre nous. Serenity de Twinings, les douceurs du soir. Ryobi. Faire mieux que les autres. Maison Duplo, l'imagination grandissante. Le petit Marseillais, ce qu'il nous dit est simple, rassurant, authentique. Le petit Marseillais douche extra d'eau et il dit vrai. I don't know when he came. I don't know who's to blame, but baby, what I know is that you're mine, yeah. Les Pyrénéens, offrez-les frapper. La vie en Swatch. Et c'est pas encore Noël? Et pourquoi pas? C'est Noël avant Noël. Pour gagner l'un des 1000 nounours offerts par Café Grand-Mère, appelez le 43 46 60 60. Voici la nouvelle Peugeot 106. Voici venu le temps des grandes sensations. Le temps de la liberté. Du plaisir. De la découverte.